Imaginons un instant la scène. Un électeur parisien arrive dans l'isoloir pour les élections municipales. Oui, le grand jour. Voilà. Il veut, disons, simplement que sa rue soit propre, que les crèches de son quartier soient bien gérées. Enfin, il cherche du pragmatisme local. Ce qui est la base d'une élection municipale, tout à fait. Et là, surprise. Il se retrouve face à un bulletin qui lui demande, mais littéralement, de déclencher une grève générale. C'est vrai que c'est déroutant. Ou alors un autre bulletin qui l'enjoint à faire un barrage d'envergure nationale contre le gouvernement. Et un troisième qui refuse catégoriquement de s'allier avec quiconque. Le pragmatisme local semble avoir complètement disparu du radar. Complètement évaporé, oui. Bienvenue dans l'élection municipale de Paris. Une élection où la moitié des candidats ne semblent même plus jouer au même jeu. C'est exactement cela. Et c'est vraiment ce qui rend la situation actuelle si complexe à déchiffrer. On a coutume de dire que les élections locales obéissent à des règles mathématiques assez simples en général. On se compte au premier tour et on fusionne au second, non? C'est ça. On fait les comptes, on s'allie, et le bloc le plus large l'emporte. Mais aujourd'hui, à Paris, cette mécanique classique est totalement grippée. C'est pour cela qu'aujourd'hui on plonge tête la première dans les documents stratégiques de cette campagne. Notre but, il est purement pédagogique et, j'ose le dire, bienveillant à l'égard de lecteurs parisiens qui se retrouveraient un peu perdus. Il y a de quoi être perdu. Absolument. Comment naviguer dans ce labyrinthe si l'on souhaite voir triompher la gauche, la droite ou le centre? Et pour être parfaitement clair d'emblée, on s'appuie strictement sur les données et les déclarations qui nous ont été fournies. C'est un point crucial. L'idée n'est absolument pas de distribuer des bons points ou de prendre parti. Non, pas du tout. On veut vraiment démonter le moteur pour comprendre comment il fonctionne. Et démonter ce moteur est indispensable, je dirais, car les stratégies déployées actuellement modifient la nature même du vote. C'est-à-dire? Eh bien, comprendre les mécanismes sous-jacents, le comment et le pourquoi de ces positionnements, c'est vraiment la seule façon pour un citoyen d'éviter que sa voix ne se dissolve dans des calculs d'appareil, des calculs qu'il ne maîtriserait pas du tout. Très bien, décortiquons cela ensemble. Et je propose de commencer par ce qui ressemble à la bataille la plus acharnée, le casse-tête monumental de la droite et du centre. Oh oui, un vrai casse-tête. Sur le papier, ils ont tous exactement le même objectif, mettre fin à un quart de siècle de gestion par la gauche. Mais dans la pratique, on a 4 candidats et 4 stratégies qui se percutent frontalement. C'est un bloc qui est profondément fracturé. Ce qui est particulièrement captivant ici, c'est que l'électeur modéré ou de droite fait face à un dilemme stratégique vertigineux. Comment ça? Prenons la stratégie de Rachida Dati, qui emmène avec elle les Républicains, le MoDem et l'UDI. Sa mécanique à elle, c'est vraiment celle du rouleau compresseur. Elle prône ce qu'elle appelle le vote utile dès le tout premier tour. D'accord. En termes de mécanique électorale, elle tente de transformer un scrutin qui est, rappelons-le, à 2 tours, en un référendum binaire et immédiat. C'est stop ou encore. Attendez, je vous arrête sur ce point, car stratégiquement parlant, c'est un pari extrêmement audacieux. Très audacieux, oui. Elle rejette ouvertement les autres candidatures de son camp, comme celle de Pierre-Yves Bournazel au centre ou celle de Sarah Knafo à sa droite. Elle les qualifie de simples candidatures de témoignage. C'est le terme qu'elle emploie, tout à fait. Mais si elle refuse catégoriquement ce qu'on appelle l'union des droites et qu'elle exclut toute fusion avec Sarah Knafo, comment est-ce qu'elle espère atteindre la majorité absolue? Enfin, la carte électorale ne s'étire pas par magie. C'est toute la subtilité et le risque immense de la polarisation maximale. Le mécanisme de Rachida Dati consiste à aspirer les voix dès le premier dimanche pour s'imposer comme la seule leader incontestable. Et pourquoi refuser l'union avec sa droite alors? Parce que dans l'écosystème sociologique parisien, accepter une alliance avec l'extrême droite lui aliénerait instantanément l'électorat modéré. Ah, mais l'électorat centriste et bourgeois. Exactement. Un électorat dont elle a mathématiquement besoin pour gagner. C'est vraiment un calcul de vase communicant très serré. Mais en jouant cette carte de la polarisation, elle laisse un espace politique béant au centre, non? Un espace que Pierre-Yves Bournazel, sous les couleurs d'Horizon et de Renaissance, compte bien exploiter avec sa ligne du ni Dati ni Grégoire. Absolument. La stratégie de Bournazel repose sur la construction d'un pôle central indépendant. Il refuse totalement d'être pris dans cet étau entre la gauche sortante et une droite qu'il juge beaucoup trop clivante. Et ce qui est particulièrement révélateur de sa méthode, c'est la manière dont il fait campagne. C'est-à-dire? Ces documents insistent sur une approche très classique, c'est ça? Oui, le porte-à-porte, une campagne axée sur la probité et surtout le maintien de sa candidature coûte que coûte. C'est là que ça devient intéressant en termes de mécanique d'acquisition de voix. Bournazel fait face à des pressions énormes de son propre camp, même d'Édouard Philippe, pour qu'il s'allie à Dati.
Oui, les pressions sont intenses. Mais il résiste. Son porte-à-porte, ce n'est pas juste une technique à l'ancienne. C'est une façon de recréer de la confiance physique, presque artisanale, pour contrer le bruit médiatique national. C'est une belle image. Sauf que, pendant qu'il fait dans l'artisanat au centre, à l'autre bout du spectre, on fait dans l'industrie numérique. Vous faites référence à Sarah Knafo pour Reconquête. C'est en effet le contraste absolu. Sa stratégie politique, elle, est très claire. Elle veut l'alliance totale des droites. Les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national. C'est ça, exactement, avec l'objectif assumé d'écraser la gauche. Mais c'est son comment qui est vraiment fascinant. Elle déploie une stratégie d'acquisition extrêmement numérisée. Nos sources décrivent la mise en place d'un simulateur de pouvoir d'achat en ligne. Un simulateur. Concrètement, ça veut dire quoi pour les lecteurs? Eh bien, c'est un outil chirurgical de ciblage. Plutôt que de tracter sur les marchés en espérant toucher la bonne personne au hasard, Ce qui prend un temps fou. voilà. Un simulateur en ligne, lui, capte des données et s'adresse directement au portefeuille de l'internaute. Cela lui permet de cibler spécifiquement un électorat populaire. Souvent non diplômé, selon les analyses. Très précis qu'elle espère maximiser son score pour forcer Rachida Dati à fusionner avec elle au second tour. Et pour compléter ce tableau déjà bien complexe, nous avons Thierry Mariani. Oui, pour le Rassemblement national et l'UDR. Il affirme que l'union des droites est déjà faite sur sa liste, et son objectif principal semble être de faire entrer des élus patriotes au Conseil de Paris, ce qui n'est plus arrivé depuis longtemps. Voilà les 4 forces en présence à droite et au centre, et aucune ne veut céder le moindre millimètre. J'aimerais qu'on file une petite analogie pour bien faire comprendre la situation à notre auditoire. Allez-y. Tout une primaire amicale. C'est devenu une sorte de stress test pour des startups concurrentes. C'est une comparaison intéressante. Chaque candidat essaie de prouver sa valorisation boursière le premier dimanche en espérant lancer une OPA hostile sur les autres au second tour. C'est exactement la mécanique. Le problème, c'est que les PDG ont tous juré à l'avance qu'ils ne fusionneraient jamais. Si un électeur centriste vote pour un candidat qui refuse de s'allier, le risque n'est-il pas que son investissement parte en fumée à cause du système majoritaire? C'est l'essence même du risque de la dispersion dans un scrutin de tours. Si les forces ne s'additionnent pas, eh bien elles s'annulent. L'électeur est donc forcé d'être non seulement citoyen, mais fin stratège. Il doit calculer son coût. Exactement. Il doit anticiper qui aura les reins assez solides pour franchir la barre seul, puisque tous les ponts ont été brûlés par avance par les candidats eux-mêmes. C'est fascinant. À droite, on s'entre-déchire pour savoir comment additionner les voix. Mais si on regarde de l'autre côté de l'échiquier, la dynamique est totalement inversée. Oui, complètement. La gauche fait l'inverse. Elle assume carrément la soustraction. C'est un bouleversement historique pour Paris, vraiment. L'époque de la fameuse majorité plurielle, Cette grande coalition de la gauche parisienne. voilà, celle qui finissait toujours par se rassembler au second tour dans la joie et la bonne humeur, c'est révolu. L'électeur de gauche ne doit plus choisir une petite nuance au sein d'une même grande famille, il est confronté à une rupture stratégique assumée et définitive entre deux visions. Regardons de plus près la mécanique de la liste d'Emmanuel Grégoire. Il mène une union réunissant le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. Son objectif affiché, c'est de capitaliser sur le bilan de l'équipe sortante. Oui, la continuité. Mais en même temps, il base sa campagne sur l'hyper-proximité pour se présenter comme un homme neuf. Et là, je vous avoue que je ne suis pas sûr de suivre la logique. C'est ici que cela devient absolument fascinant. En effet, c'est paradoxal. Comment peut-on, aux yeux d'un électeur, incarner à la fois la continuité stricte d'un bilan municipal et le renouveau absolu? N'est-ce pas un peu suicidaire politiquement de jouer sur ces deux tableaux? Cela soulève une interrogation fondamentale sur sa campagne. C'est effectivement une ligne de crête très très étroite. D'un côté, il faut rassurer l'électorat institutionnel de gauche qui a soutenu les mandats précédents. Ne pas renier le passé pour conserver son socle. Exactement. Mais d'un autre côté, en insistant sur cette hyper-proximité, il tente de capter un électorat en demande de pragmatisme quotidien. Des gens peut-être lassés des grandes envolées idéologiques. Tout à fait. Un électorat qui veut simplement que sa ville fonctionne, que les trottoirs soient propres, quoi. Mais le véritable choix stratégique d'Emmanuel Grégoire, celui qui redéfinit vraiment toute l'élection à gauche, c'est sa décision concernant la France insoumise. Ah oui, il acte l'exclusion totale de la France insoumise. C'est une fin de non-recevoir absolue. Aucune négociation possible. Il refuse toute discussion, toute alliance et surtout toute fusion de listes entre les deux tours, avec Sofia Chikirou. Il se pose vraiment en rempart raisonnable. Et c'est là que la fameuse soustraction dont vous parliez opère.
En excluant la France insoumise, Emmanuel Grégoire cherche à se prémunir d'un effet repoussoir. Un effet repoussoir vers le centre skite. Oui, il calcule que s'allier avec la gauche radicale ferait fuir son électorat de centre-gauche directement dans les bras de Pierre-Yves Bournazel, ou alors vers l'abstention. Il sacrifie donc consciemment une partie de sa gauche pour sécuriser son centre. Sauf que mathématiquement parlant, ça modifie complètement la nature du vote pour l'électeur de gauche. Habituellement, on vote avec le cœur au premier tour et avec la raison au second. C'est le vieil adage, oui. Mais là, puisque le refus de fusion est acté d'avance par Emmanuel Grégoire, le premier tour devient carrément une finale éliminatoire fratricide. Parfaitement résumé. L'électeur qui souhaite sincèrement que la gauche conserve la mairie doit faire un calcul de viabilité dès le premier dimanche. Dès le matin du vote. Exactement. Si les voix se divisent trop entre l'union d'Emmanuel Grégoire et la liste de Sophia Chikirou, le camp de la gauche tout entier pourrait purement et simplement s'annuler de lui-même. Et justement, Sophia Chikirou n'y va pas de main morte. Avec son nouveau pari populaire, elle mène une stratégie de rupture totale avec la gestion libérale qu'elle prête au Parti socialiste. C'est une opposition frontale. Elle monte une liste indépendante en agrégeant des dissidents écologistes et des figures associatives fortes comme le comité Adama. La stratégie de Sophia Chikirou s'appuie sur une lecture très précise des données électorales. Elle cible la fameuse réserve de voix de Jean-Luc Mélenchon. Qui avait dépassé les 30% à Paris lors de la présidentielle de 2022. C'est énorme. C'est un socle massif, mais comment compte-t-elle réveiller cet électorat qui, on le sait, s'abstient très souvent aux élections locales ? Eh bien, en ciblant la jeunesse et les quartiers populaires, et surtout en nationalisant les enjeux. En sortant du cadre purement parisien. C'est ça. En intégrant des figures des luttes sociales ou antiracistes, elle transforme l'élection municipale en un vrai combat de société global. Elle espère ainsi créer la surprise et devancer l'union de la gauche traditionnelle. Donc si on résume pour notre électeur de gauche, il a d'un côté un pôle qui mise sur la modération institutionnelle en excluant sa gauche, et de l'autre un pôle qui mise sur la radicalité sociale en rejetant le bilan sortant. Un choix binaire, très dur. C'est d'une brutalité mathématique inouïe. La gauche assume de se soustraire pour clarifier sa ligne. Tout à fait. Mais bon, au moins, que l'on regarde la droite ou la gauche institutionnelle, leur but ultime reste quand même le même. Obtenir les clés de la mairie pour gérer la ville. Oui, ils veulent administrer Paris. Sauf que nos documents révèlent une troisième voie. Des candidats qui demandent les clés de la mairie pour ne pas gérer la ville du tout. C'est le bloc de l'extrême gauche anticapitaliste. Et c'est là que la notion même de stratégie électorale s'étire jusqu'à son point de rupture absolue. Comment ça, pourquoi ? Pour ces listes, l'objectif n'est absolument pas d'administrer la cité, ni de boucler le budget municipal ou de planifier l'urbanisme, ça ne les intéresse pas. C'est un détournement complet de l'exercice démocratique local. Et franchement, c'est passionnant à observer. C'est une toute autre approche. L'élection n'est plus un moyen d'accéder à la gestion, c'est une tribune, un mégaphone géant pour la lutte des classes. Prenons les listes de Blandine Chauvel ou de Marielle Saunier. Leur innovation stratégique, elle se trouve dans la composition même de leur liste, non ? Exactement. Leurs listes sont exclusivement composées de travailleurs. Des ouvriers, des infirmières, des étudiants, des chômeurs. Pas de politiciens professionnels. Aucun. Leur postulat théorique est simple et puissant. La liste, c'est le programme. C'est vraiment une incarnation physique de leur idéologie. Elles refusent d'entrer dans le jeu des promesses municipales classiques. C'est radical. Nos sources soulignent d'ailleurs une déclaration très claire de Marielle Saunier. Elle assume, noir sur blanc, que si elle était élue maire, elle ne ferait rien en matière de gestion locale traditionnelle. Elle ne ferait rien. Elle utiliserait la mairie comme une simple plateforme pour organiser les travailleurs et préparer des grèves générales, c'est ça ? Oui, avec pour objectif final de renverser le capitalisme. Rien que ça. Et dans le même ordre d'idées, on a Maëlle Pierrot-Guimbaud. Sa campagne, elle, est entièrement axée sur le combat contre l'économie de guerre. Oui, il dénonce l'austérité et ce qu'il perçoit comme la complicité de la gauche sortante avec les politiques nationales. Sa stratégie ne propose pas un programme pour gérer la pénurie budgétaire locale. Non, ça va bien au-delà. Son idée, c'est d'utiliser l'institution municipale pour lancer un appel à la population, pour marcher physiquement sur le gouvernement et exiger la récupération des financements qu'il estime confisqués par les budgets militaires. Mais alors, d'un point de vue purement pédagogique, qu'est-ce que cela implique pour notre fameux électeur parisien, seul dans son isoloir ? C'est une grande question.
C'est une offre politique totalement inédite pour des municipales. On ne lui demande pas de voter pour décider des horaires des parcs ou du ramassage des poubelles. On lui demande de voter pour élire un organisateur de contestation sociale. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cela redéfinit totalement l'acte de voter à l'échelle locale. L'électeur qui choisit cette voie sait pertinemment qu'il ne choisit pas un administrateur. Il en est pleinement conscient. Voilà, il utilise son bulletin de vote comme un pur acte de protestation, une contestation globale de l'État et de l'ordre économique. Le pragmatisme quotidien est totalement évacué au profit d'un message national, voire international. C'est un panorama vraiment vertigineux. Si l'on devait synthétiser notre exploration d'aujourd'hui, on voit bien que la tectonique de l'échiquier politique parisien a été complètement bouleversée. Les plaques ont bougé, oui. Les anciens barrages, ces fameux reports de voix automatiques du second tour sur lesquels les grands partis comptaient les yeux fermés, ils sont frappés de caducité. C'est un système qui ne fonctionne plus. L'électeur qui souhaite faire gagner ses idées doit désormais naviguer à vue. Il fait face à des appels urgents au vote utile dès le premier tour à droite, à des ruptures idéologiques définitives qui menacent la survie même de la gauche, et à un refus pur et simple de l'idée de gestion du côté de l'extrême gauche. Et c'est bien la raison d'être de notre analyse d'aujourd'hui. Dans un maquis stratégique aussi dense, comprendre ces mécaniques internes n'est plus un simple exercice théorique de politologue. Non, pas du tout. C'est une vraie nécessité civique pour tout Parisien qui s'apprête à voter. Cela permet d'exercer un discernement éclairé. Sans la compréhension de ces rapports de force, de ces fins de non-recevoir qui bloquent les alliances, l'électeur risque vraiment de tomber dans les pièges arithmétiques de la dispersion. Le fameux vote qui s'annule ? C'est ça. Il est impératif de pouvoir voter en ayant pleinement conscience des véritables mécanismes déployés par les candidats, bien au-delà des simples slogans imprimés sur les affiches. Et nous espérons l'avoir fait en toute neutralité. Absolument. Savoir comment la machine fonctionne pour ne pas se faire broyer par les engrenages. D'ailleurs, cette plongée dans les stratégies nous amène à une réflexion finale un peu plus profonde. Je vous écoute. Les élections municipales ont historiquement toujours été le lieu par excellence du pragmatisme local, de la résolution des petits et grands problèmes du quotidien des habitants. Comment l'électeur parisien peut-il aujourd'hui concilier ce besoin fondamental de voir son quartier fonctionner avec des candidats qui, de plus en plus, nationalisent le débat ou assument carrément de ne pas vouloir gérer la ville du tout ? C'est le grand paradoxe de ce scrutin. C'est une mutation majeure de la démocratie locale, une tension énorme entre le trottoir et l'idéologie, une tension qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse bien après la fermeture des bureaux de vote.